Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international. Vous êtes bien en direct de Al24 News. Merci donc de nous recevoir chez vous. Ça y est, ce qui devait être fait est fait. Le Conseil de sécurité a voté un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. Les États-Unis et la Russie se sont alliés pour une paix rapide et urgente en Ukraine. Washington a salué cet accord qualifié d'historique par la voix de son ambassadrice auprès des Nations Unies. Une paix rapide sans condamnation de la Russie, comme l'espérait tant l'Europe, surtout que l'Union européenne vient de révéler qu'elle était prête à soutenir l'adhésion de l'Ukraine pour garantir sa sécurité, alors que durant 3 ans, Kiev n'a eu de cesse de faire cette demande, le plus souvent qui a été accueillie avec hésitation de la part de l'Union européenne. Comment faut-il lire cette déclaration de l'Europe? De quelle manière surtout faut-il la décoder? Ce que nous allons tenter aujourd'hui et ce soir de comprendre avec nos invités. Tout de suite. Ce soir, pour en parler, nous accueillons avec nous Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Il est avec nous en direct de Paris par Skype. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Hicham Lahmissi est également avec nous, secrétaire général de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, le JPRI. Hicham Lahmissi, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Leïla. Alors pour commencer, on va dire que l'heure est grave, mais beaucoup plus détendue peut-être lorsqu'on va parler de la guerre en Ukraine ou du conflit en Ukraine. C'est peut-être la première fois qu'on va parler, mais on va parler de paix en Ukraine au lieu de parler de guerre. Les États-Unis se sont donc alliés aujourd'hui, hier beaucoup plus précisément avec la Russie, lors du vote sans précédent à l'ONU sur le conflit ukrainien, faisant par exemple adopter une résolution réclamant la fin rapide du conflit sans référence, une précision de taille, Hicham, pour commencer avec vous, à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ou ce qui est appelé ainsi, par le Conseil de sécurité, c'est-à-dire sans condamnation également non plus de la Russie. Que faut-il d'abord en penser ? Ce qu'il faut en penser, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à un basculement absolument surprenant et édifiant lorsqu'on sait ce qu'a été la position des États-Unis pendant ces 3 dernières années, c'est-à-dire de soutien particulièrement prononcé en direction de l'effort de guerre ukrainien. Et on assiste avec l'élection de Trump avec un basculement absolument improbable, si j'ose dire, mais qui en même temps était attendu au vu des déclarations qui étaient celles de l'ancien candidat devenu président, qui depuis 1 an ne cessait de dire qu'à son arrivée, eh bien, tout allait être fait pour parvenir à une paix rapide. Et l'une des conditions, justement, pour parvenir à une paix rapide, eh bien, c'était de pouvoir offrir des compensations, si j'ose dire, d'un point de vue symbolique à la Russie, et notamment le fait de pouvoir promouvoir une résolution que les Russes puissent justement accepter, sur lequel ils n'allaient pas émettre un pouvoir de veto. Et c'est ce qui a permis justement de faire avancer le dossier, prenant en considération le fait que Donald Trump souhaite avancer extrêmement vite sur la question ukrainienne pour pouvoir s'en libérer et passer en réalité à d'autres dossiers, peut-être la Chine, peut-être le Moyen-Orient et l'Iran. En tout cas, on a affaire à quelque chose d'historique qui met aujourd'hui en porte-à-faux les États-Unis face à une Europe qui très clairement est largement larguée et a mis en évidence le fait qu'elle n'a pas été capable de régler un conflit qui se déroule sur son sol. Et très symboliquement, je crois qu'il faut retenir avec une attention toute particulière ce que représente le fait que les premières négociations entre Américains et Russes sur l'Ukraine, en l'absence des Européens, se sont déroulées à Riyad. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer très fortement les esprits. Très bien, Manuel Pouchelet. Ce qui vient de se passer en l'espace de 2 semaines à peine, depuis la venue de Trump à la Maison-Blanche, démontre, et la résolution qui vient d'être votée, démontre que finalement, la guerre en Ukraine n'était pas militaire comme on le laisse penser, mais beaucoup plus politique, puisqu'il s'est agi, ou il a suffi de quelques semaines, voire de moins d'1 mois, pour
disons, tout arrêter. N'aurait-on pas pu le faire bien avant, je veux dire? Ou est-ce que c'est la volonté Oui, politique qui manquait? je pense que c'était une volonté qui manquait, puisque il faut avoir en mémoire les propos de Monsieur Lavrov, qui disait qu'on ne peut pas faire la paix avec ceux qui nous agressent et ceux qui encouragent cette guerre. Il parlait bien entendu de l'Union européenne et des Européens, sans nommer directement certains chefs d'État qui ont un caractère, on va dire, assez belliqueux. Maintenant, vous savez, comme j'aime à le rappeler, cette citation de Clausewitz, la guerre s'est imposée à l'adversaire l'exécution de sa volonté. Maintenant, l'arrivée de Donald Trump a été très claire. Il a martelé que la paix en Ukraine s'avérait nécessaire pour l'équilibre des Européens, mais surtout de faire la paix avec la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie, si vous voulez, est un pays immense qui a des ressources, qui a des enjeux. Et figurez-vous que l'on a énormément de dossiers partagés entre la Russie et les Américains. Donc, si vous voulez, M. Trump a aussi une vision de chef d'entreprise où il sait qu'avec la Russie, il pourra, on va dire, rétablir des nouveaux liens sur des sujets qui les rapprochent. Je pense notamment à une menace commune qui est le terrorisme. Je pense aussi à la gestion des ressources naturelles. Je pense aussi à retrouver un nouvel équilibre mondial où l'on pense un petit peu à ce qui s'est passé d'Yalta. Mais vous savez, les Américains expriment aussi une forme d'agacement envers l'Union européenne, alors que c'était la même posture, si vous voulez, que ce soit au moment du traité de Versailles en 1919 et puis ensuite en 1945 avec une paix imposée. Plus récemment, dans notre histoire européenne, vous avez aussi les accords de Dayton en 1995 qui ont mis un terme, si vous voulez, au conflit yougoslave. Maintenant, les Américains sont des gens pragmatiques. Les Américains savent pertinemment que leur agenda sera orienté de manière appuyée sur la partie pacifique, parce que je vous rappelle que les États-Unis, en fait, ont deux visions géostratégiques importantes pour leur sécurité. Il y a l'Atlantique, ce qu'ils appellent dans leur jargon le vieil océan, et le Pacifique, où justement la situation commence à évoluer et devient préoccupante. Je pense notamment avec ce qui est de la Chine. Donc quelque part, la volonté de M. Trump d'ouvrir le dialogue, de rouvrir le dialogue, marque, si vous voulez, un tournant important avec la politique qui était figée de M. Biden, avec une forme, il faut le dire, d'entêtement de cette administration, où là, M. Trump va rouvrir le dialogue avec la Russie parce qu'il sait pertinemment que les dossiers partagés vont tôt ou tard s'imposer à ces deux grandes puissances, et en même temps, vous assistez aussi à un dialogue entre l'Occident et cette nouvelle puissance qui est quand même conséquente que représentent les BRICS. Je pense que Donald Trump a bien compris une chose, c'est d'utiliser l'ONU pour, on va dire, faire preuve de bonne volonté. Mais vous savez, quand vous regardez l'histoire aussi de cette organisation qui a été fondée en 1945, il y a eu des réussites, mais il y a aussi eu des conflits qui traînent en longueur, dont on a encore des casques bleus présents dans certaines parties du monde en tout cas. Mais l'objectif, si vous voulez, de la Russie et des États-Unis, c'est de faire la paix, parce que derrière, il y a des enjeux. Il y a les nouvelles routes de la soie, il y a également le gaz et d'autres enjeux. Oui, alors sournoisement comme ça, on pourrait dire que qu'est-ce qui a changé réellement dans cette configuration ukrainienne juste avant l'arrivée de Trump? Ce sont à peu près les mêmes facteurs, ils existent toujours, qui sont toujours présents, les mêmes acteurs, à l'exception d'un acteur qui a changé, c'est-à-dire au lieu de Biden, c'est Trump. Finalement, on pourrait supposer que la balle était dans le camp des États-Unis, Hicham Hamissi? Alors, ce qui a changé, je crois qu'on peut le résumer en interne, c'est la volonté politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Trump, on a clairement une volonté politique qui est exprimée, c'est-à-dire de régler au plus vite la question ukrainienne, la question du conflit en fait en Ukraine pour pouvoir passer à autre chose. Il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments. C'est que si l'on prend en considération, par exemple, les médias mainstream européens, on va venir nous dire que Trump est aux ordres de Poutine, que Trump a peur de Poutine, qu'il a été placé par Poutine. Bon, tout un discours complètement abscon et qui n'a absolument aucune réalité. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'en réalité, Trump exprime la volonté de la majorité du peuple américain, qui considère que cet engagement financier des États-Unis en Ukraine est absolument inacceptable, en ce sens où aux États-Unis, il existe énormément de difficultés en termes de qualité de service public, en termes d'investissement nécessaires dans des infrastructures et différents équipements, et qu'en fait la majorité du peuple américain aujourd'hui considère
eh bien, que les États-Unis ont payé beaucoup trop pour l'Ukraine. Et en ce sens, Trump applique en réalité une feuille de route qui est celle du peuple américain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder et analyser le conflit en Ukraine comme initialement la volonté des Américains de déconnecter la relation stratégique historique auquel étaient destinée la Russie et l'Europe, l'Union européenne et tout particulièrement la Russie et l'Allemagne. Si on analyse et on regarde les faits, si, à travers le soutien à l'Ukraine, les États-Unis ont voulu casser ce lien entre Europe et Russie, finalement, ils y sont arrivés. Avec la destruction de Nord Stream, dont on sait que ce sont les Américains qui sont à l'origine, avec la mise en place de tout système de sanctions et d'embargo qui ont cassé la relation commerciale qui existait entre la Russie et l'Europe, dans une logique qui était celle de dire que la Russie permettait d'offrir une énergie et des matières premières pas chères et l'Europe une industrie entre guillemets performante. Et si on prend un dernier élément, le fait que le marché énergétique européen était jusque-là dominé par la Russie et que la Russie s'est fait remplacer en partie sur des pans de marché par les États-Unis, on peut dire que les États-Unis ont obtenu tous les résultats qu'ils recherchaient et qu'au final, il n'était plus nécessaire de continuer à fournir une aide financière dans une cause qui, de toute façon, était perdue d'avance. Et on peut regarder les choses en disant qu'aujourd'hui, les États-Unis se réorientent dans une logique nouvelle, une politique différente, avec la proposition à la Russie d'un partenariat stratégique économique de tout premier plan qui zappe complètement l'Europe. Ça, c'est quelque chose d'absolument édifiant. Et on peut dire que derrière les gesticulations européennes qui n'ont plus aucun sens, l'Europe s'est placée en fait à contresens de l'histoire et continue de se ridiculiser à travers une espèce de positionnement belliciste qui n'a aucune dimension, j'allais dire, stratégique, pensée, historique. Et au moment même où Trump renvoie l'Europe à une réalité que l'on n'attendait pas, c'est tout simplement que dire aujourd'hui, l'Europe, c'est la guerre. Oui. Manuel Pouchelet, un vote qui a été qualifié d'historique. Il est vrai que jusque-là, toutes les décisions étaient plutôt va-t-en-guerre concernant le dossier ukrainien. La page de la guerre, selon vous, est-elle définitivement tournée ? Moi, je vais rester très prudent sur le fait de tourner la page, parce que les Américains, quand on regarde le discours politique de Donald Trump pendant ces élections, c'était « We will fix it », nous allons le résoudre. L'autre point qui a été évoqué par votre invité, c'est également « Make America Great Again ». Donc en fait, la priorité des Américains, c'est de faire rendre le prestige et la grandeur aux États-Unis avec une nouvelle doctrine impérialiste qui ne dit pas son nom. Maintenant, en ce qui concerne la résolution dont vous me parlez, vous savez, les Américains sont toujours très habiles pour utiliser l'ONU parce qu'ils sont les premiers financiers de cette organisation, mais en même temps, ils ne donneront en aucun cas des casques bleus pour assurer, si vous voulez, la sécurité ou les plans de sécurité. On parle de résolution. Vous savez que l'ONU, depuis son existence, a énormément de résolutions. Tout à l'heure, je le mentionnais. Certaines même traînent en longueur, puisqu'on a des mandats qui dépassent aujourd'hui presque une cinquantaine d'années. En ce qui concerne on va dire, cet événement historique, que l'on peut qualifier d'historique, c'est tout à fait vrai. Mais quelque part, encore une fois, vous remarquerez que ce sont toujours les 5 membres du Conseil permanent, du Conseil de sécurité, qui vont encore une fois régler la marche du monde. En aucun cas, on a des pays invités qui assurent, vous le savez très bien, des représentations qui ont pu s'exprimer. Mais une chose est sûre, on se trouve, si vous voulez, un peu comme dans la configuration d'Yalta, un peu comme d'autres configurations historiques, où pour une fois, les Américains reprennent de façon très appuyée le leadership sur les questions internationales. Cela peut paraître surprenant, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une forme, excusez-moi, de répétition de l'histoire, mais quelque part, M. Trump ne surprend par cette volonté, puisque, comme je vous le disais, les dossiers rapprochent plus les Russes et les Américains, je pense notamment au dossier du Kurdistan et iranien, mais si vous voulez, quelque part, cette résolution, en effet, est historique. Maintenant, combien de temps va-t-elle tenir ? C'est là la question, puisqu'après, vous savez, pour la mise en place, il y a de longues négociations. Qui va faire quoi? Qui va reconstruire? Mais il y a une chose que l'on oublie peut-être aussi un peu trop vite, c'est que les Américains sont quand même, on va dire, les premiers bénéficiaires de cette guerre en Ukraine, puisqu'ils fournissent bien sûr de l'armement
avec bien sûr des dépenses complètement incommensurables, et en même temps, ils en profitent pour entre guillemets, s'inviter dans l'Union européenne avec ce que j'appelle moi des nouveaux chevaux de Troie. Je pense, rappelez-vous, la première présidence de Trump, il avait tenté ça avec M. Boris Johnson et le Royaume-Uni, et aujourd'hui il le fait avec la Pologne et même l'Allemagne, où il est en train de diviser les Européens de l'intérieur. D'ailleurs, même les Européens n'ont pas écouté ce que disait Bratislava pour la Slovaquie, ainsi que la Hongrie avec Budapest. Donc quelque part, ils sont en train de diviser pour mieux régner, pour obtenir cette pleine adhésion, puisqu'ils en ont assez, on va dire, de ces tergiversations européennes qui déjà, au cours de l'histoire précédente, les avaient passablement énervés, si vous voulez. Donc aujourd'hui, la solution de paix se fera entre la Russie et les États-Unis en omettant l'Europe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez aborder le sujet, vous avez également la visite du président Macron, le président français à Washington, tout à fait. Qui a tenté, on va dire, de faire porter la voix des Européens, un petit peu tout comme Winston Churchill l'avait fait, où il avait demandé à ce que le général de Gaulle soit également présent dans les négociations de paix. On va y venir justement, Manuel Pouchelet, à cette visite de Macron aux États-Unis à la Maison-Blanche. Mais bien avant, je voulais juste comprendre avec vous, Hicham Lahmisi, quand on voit le tournant que cette affaire ou ce dossier ukrainien a pris en ce moment, c'est-à-dire aller vers la paix, c'est quand même ça aussi, hein, c'est un cheminement. Alors, est-ce que cela veut dire que l'Europe est complètement écartée, comme le laissent penser certains observateurs, d'autant plus que l'Europe n'a pas apprécié le fait que le Conseil de sécurité n'ait pas eu de condamnation vers la Russie? Bien, écoutez, vous avez répondu d'une certaine façon vous-même à la question. L'Europe s'est totalement disqualifiée. Moi, ce que je retiens, et je pense qu'il faut y accorder toute la dimension symbolique qui lui sied, c'est que le début de négociation pour le règlement de conflits définitifs, nous l'espérons, de la guerre en Ukraine, s'est déroulé en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, en plein cœur du Moyen-Orient, et discuter l'avenir de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie. Oui. Traditionnellement, dans tous les conflits de fin de colonisation, tous les derniers conflits du monde, généralement, les choses étaient discutées par les Occidentaux pour le règlement de conflits engageant les pays du Sud, on appelait le tiers-monde, ou le Sud global. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation incroyable. Est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer, il y a une dizaine, une vingtaine d'années, un scénario qu'on aurait présenté comme un scénario de science-fiction, qui est celui de voir l'avenir de l'Europe discuté en Arabie Saoudite, en plein cœur du Moyen-Orient. Et c'est quelque chose qui entre un petit peu en résonance avec un discours qui avait été tenu par Mohammed Ben Salman, je crois en 2016 ou en 2017, où avec force et conviction, il disait que le Moyen-Orient allait changer, que le Moyen-Orient, mais il faisait allusion aux pays du Golfe, allait devenir l'Europe d'hier et d'aujourd'hui, et l'Europe de demain serait le Moyen-Orient d'aujourd'hui, de l'époque, c'est-à-dire zone de tension, et le Moyen-Orient, entre guillemets, zone de stabilisation, de prospérité et de pacification. Et aujourd'hui, nous y sommes. Parce que la réalité, c'est que l'équilibre global du monde a changé. C'est-à-dire que le centre de gravité de la géopolitique mondiale, aujourd'hui, est de plus en plus à l'est, plus en direction de l'Asie, avec la montée en puissance des BRICS. Et c'est tout cela qui a été pris en compte, notamment par Trump, qui est un réaliste, qui veut replacer les États-Unis dans le cœur du jeu, mais en jouant justement sur les rivalités, telles que ça a été présenté par M. Pouchelet, avec beaucoup de justesse dans son propos. Eh bien, le fait que les États-Unis aujourd'hui veulent sortir un petit peu de la posture atlantiste limitée dans sa marge d'action pour revenir à des actions bilatérales beaucoup plus prononcées, beaucoup plus poussées, d'où l'explication en fait de la main tendue par Trump à la Russie pour entamer en fait un nouveau chapitre de relations et un partenariat stratégique et économique entre les États-Unis et la Russie que personne n'attendait et qui au final disqualifie complètement l'Europe. Enfin, il y a un dernier point qu'il faut prendre en considération, c'est l'asymétrie en fait de la relation qui existe entre les États-Unis et l'Europe, et notamment dans la représentation que les deux acteurs se font l'un de l'autre.
Si du côté européen, notamment au niveau des élites, il y a une relation un petit peu naïve, béate, pour ne pas dire relativement stupide, avec l'idée que les États-Unis sont les grands protecteurs de l'Europe Oui, et souhaiteraient le bien de l'Europe. Du oui, côté des Américains, l'Europe n'est absolument pas vue comme une entité positive. Les Américains développent en réalité un mépris assez profond à l'égard de l'Europe et le développement de l'Union européenne, notamment au tournant des années 2000, a été vu comme une menace par les États-Unis. Et si on étudie toute la littérature stratégique américaine de la fin des années 90, début des années 2000, nous n'avons qu'une flopée d'articles et d'analyses qui cherchaient à mettre en évidence comment les États-Unis pouvaient réduire l'influence ou la montée en puissance européenne et en fait mettre à bas le projet européen pour le oui. caporaliser. Et nous sommes dans ce cadre-là. Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants européens jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas et en fait travaillent en réalité contre l'intérêt même de l'Europe et des pays européens plus globalement. Très bien. Donc, ce qui nous pousse un petit peu à parler de la position européenne en ce moment très indélicate, en tous les cas très inconfortable, parce qu'on le ressent dans les déclarations des chefs d'État et de gouvernement. Donc, l'Europe est-elle réellement par de vitesse aujourd'hui, comme on pourrait peut-être le croire, ou comme cela semble en Ukraine? Son annonce d'une éventuelle acceptation d'adhésion est-elle une autre forme pour se rattraper sur son manque volontairement de s'engager durant ces 3 dernières années aux côtés de l'Ukraine et son adhésion? Puisqu'à chaque fois, Zelensky formulait la demande, mais l'Europe était plus ou moins hésitant. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont tout à fait prêts pour assurer ou garantir sa sécurité. Emmanuel Pouchelet, de quelle manière garantir sa sécurité? D'autant plus que Macron lui-même, qui défendait cette thèse, rend visite à la Maison-Blanche et on voit qu'il est d'accord sur tout ce que dit Trump. C'est quand même hallucinant. Oui, alors écoutez, vous savez, les éléments de langage du président de la République française sont particuliers parce que c'est quelqu'un de très enthousiaste. Il est pro-européen, vous le savez très bien, mais je vais faire un petit rappel historique très rapide. 1970, Henry Kissinger, secrétaire d'État américain, disait «L'Europe, c'est quel numéro?» Nous sommes aujourd'hui en 2025 et force est de constater que nous assistons à la même déclaration. Mais ce que cherche M. Macron, il cherche aussi le leadership en Europe. En même temps, vous avez une opportunité calendaire qui est intéressante. Vous avez des élections en Allemagne où finalement on a craint le pire puisqu'on a cru voir que l'AfD serait portée au pouvoir et vous connaissez avec l'Allemagne les relations qui sont finalement très étroites avec la Russie et c'est ce qui agace un petit peu les Américains, mais en même temps les agacements américains ne datent pas d'hier. Il l'était déjà au moment du général de Gaulle avec son retrait de l'OTAN. Maintenant, la posture de la France, si vous voulez, c'est de faire rayonner l'Europe. Mais comment se faire entendre? Puisque je vous rappelle que cette organisation s'est contredite pendant ces 3 années de guerre avec l'Ukraine. On a voulu soutenir M. Zelensky avec, on va dire, l'énergie du désespoir. Excusez-moi cette expression, mais c'est ce que je pense pouvoir la qualifier. Aujourd'hui, on a M. Macron qui se fait le porte-drapeau, le porte-étendard d'une Union européenne qui finalement est peut-être en train de commencer un début de, je n'ose pas dire de mort cérébrale. Ensuite, sur les questions défense, il y a aussi eu quelque chose qui est une grave erreur au niveau de l'Union européenne, c'est de faire sous-traiter ces questions de défense à l'OTAN. Ils savent pertinemment que l'OTAN est gérée par les Américains qui sont les premiers contributeurs financiers, mais aujourd'hui, lors des dernières déclarations de M. Trump, surtout ces derniers mois, même avant son élection et même après son élection, il demande aux Européens de participer à l'effort de défense avec des contributions qui sont conséquentes au niveau du PIB par pays membre de l'OTAN, sachant qu'on a déjà des économies européennes qui se relèvent à peine de la crise de la Covid et en même temps, vous avez aussi des pays en récession, et là je pense à l'Allemagne. Donc quelque part, il va falloir que les Européens prennent les devants, c'est l'initiative du président français, si vous voulez, mais vous savez, en Europe, il y a beaucoup de querelles de leadership. Tout à l'heure, je vous mentionnais, il y a aussi cette partie est européenne qui a des liens forts avec la Russie de par son histoire, mais aussi qui sait que la Russie est aussi un précieux fournisseur. Je pense au gaz, notamment pour la Hongrie et d'autres pays. Donc si vous voulez, j'ai bien peur que cette Europe que l'on a mis du temps à construire sur une histoire qui est quand même difficile, rappelons-le, les Américains aujourd'hui risqueraient peut-être, et c'est peut-être un peu leur erreur, ce serait de la mépriser parce que les Américains n'aiment pas l'Europe aussi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est aussi une puissance économique concurrente, quoi que l'on en dise. Mais aujourd'hui, les Américains devraient plutôt écouter quand même la voix européenne parce que figurez-vous qu'ils risqueraient d'en avoir besoin
si tôt ou tard, il se déroule une nouvelle situation qui là vont directement les concerner. Et je vous parlais tout à l'heure des rapports qui sont relativement tendus avec la Chine et dans le Pacifique. D'ailleurs, M. Trump a fait appel aux Européens et le seul qui s'était vraiment manifesté sur ce sujet, c'était M. Boris Johnson pour le Royaume-Uni. M. Macron n'avait pas, si vous voulez, fait la sourde oreille. Maintenant, si vous voulez, je pense qu'on est en train de rebattre les cartes, on est en train de redistribuer certains atouts, mais je pense que ceux qui seront titulaires de ces nouveaux atouts ne sont pas ceux qui l'étaient précédemment. Et c'est là la grande nouveauté. Il y a une forme de Big Bang ou de bouleversement, et vous savez que la géopolitique a horreur du vide. Et M. Trump impose, on va dire, ses convictions, il impose aussi une nouvelle marche du monde, mais croire que c'est une nouveauté, je n'y crois pas. Je pense que certains dossiers ont été traités, on va dire, en backstage, excusez-moi, pendant des périodes, on va dire, où le monde semblait s'endormir. Hein. Je parle de la Covid. Mais vous savez, beaucoup de sujets sont très longs. Moi qui connais un petit peu les dossiers diplomatiques, c'est toujours très long. Mais l'heure est autant long, l'heure est à la négociation. L'objectif, c'est de trouver une solution de paix, surtout entre Russes et Américains, disons-le. Et je pense que les Européens risqueraient de payer une addition pour laquelle ils sont aussi en partie responsables, malheureusement. Très bien, Manuel Pouchet, je crois que vous êtes complet. Hicham Lahmissi, juste pour terminer, moins d'une minute, c'est-à-dire à peu près 35 secondes, donc vous l'octroie pour la fin. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour l'Europe dans ces négociations qui vont très très vite, donc pour l'Ukraine, d'autant plus, comme je le disais, c'est interprété comme une humiliation pour l'Europe, même si on veut un peu maquiller les choses et dire les choses autrement. Moi, je pense que l'Europe s'est disqualifiée sur le dossier ukrainien. On ne peut pas être juge et partie à la fois, c'est-à-dire on ne peut pas vouloir soutenir une attitude belliciste particulièrement dangereuse qui pourrait nous mener dans une logique de Troisième Guerre mondiale et de l'autre côté vouloir être une partie médiatrice dans la négociation. L'Europe est disqualifiée. Je pense que autant les États-Unis et que les Russes veulent passer outre en fait le positionnement européen et parvenir à un accord relativement rapide et global et utiliser entre guillemets cette situation de disqualification de l'Europe pour établir un nouveau modus vivendi en termes de relations internationales. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing, M. Hicham Lahmissi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du JIPRI, l'Institut de recherche internationale pour la paix, basé à Genève. Merci à Manuel Pouchet, expert en géopolitique militaire. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cet éclairage. On se retrouve demain pour un nouveau sujet de l'échiquier international. Au revoir.